Ravi de vous retrouver, chers téléspectateurs. Bienvenue dans cette nouvelle édition de votre émission hebdomadaire Indice, c'est votre fenêtre sur le monde de l'économie, votre fenêtre sur le monde des chiffres. Aujourd'hui, les questions de l'économie égyptienne dans notre ligne de mire avec les analyses et les points de vue toujours révélés de la part d'un analyste économique de marque, M. Hicham Ramli. Avec plus de précision, c'est un expert dont le domaine de ressources humaines. Vous êtes toujours le bienvenu sur la télé internationale, M. Hicham Ramli. Et beaucoup de remarques, beaucoup observent toujours la performance de l'économie égyptienne. Mais ma première question à propos de l'économie égyptienne, par exemple, il y avait un état d'optimisme qui a régné en ce qui concerne l'économie égyptienne au début de l'année de 2015, mais ce n'était pas le même cas avec la fin de 2015. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je viens de vous annoncer? Pas du tout. Pourquoi, monsieur? Comme je vous ai dit une autre fois, que nous sommes dans un trajet très difficile. Et on sort lentement, mais sur la bonne voie. Et si les gens ou le monde pensent que nos ennemis sont des islamistes ou quelques partis par elles-mêmes, c'est pas vrai. On a beaucoup d'ennemis. Ouais. Et comme on dit dans le proverbe égyptien, vos amis vous souhaitent le bien, mais vos ennemis... Essayez toujours de saisir les mauvais moments, les fautes. Quand on parle d'économie, monsieur, on doit parler simplement pour que le peuple comprenne ce qu'on dit. Quand vous avez un litre de fuel qui a un quart de dollar, par contre, dans l'Occident, en Europe, c'est à peu près 2 dollars. Quand on a l'électricité très très moins chère d'autres pays, quand on commence à faire des grands méga projets qui vont faire marcher et diminuer tous nos chômeurs, donc on est sur la bonne voie. Ouais. On doit expecter beaucoup de réactions incompréhensibles qui ne sont pas réelles. Ouais. Et beaucoup de rumeurs. La guerre du rumeur, c'est leur façon à faire. Donc, ternir l'image de l'Égypte dans le domaine de sécurité, dans le domaine de l'économie, par conséquent, c'est toujours le but, entre guillemets, d'un complot. Oui. Donc, vous êtes l'un des gens qui est bien convenu, ou bien convaincu plutôt, qu'il y a une guerre ou des complots qui ont été lancés contre l'Égypte et contre l'économie égyptienne. Bien sûr. Je suis très sûr de ça. Vous êtes très sûr de ça. Donc c'est votre point de vue. Mais toujours, je dois vous révéler une autre question très très importante à propos des guerres de rumeurs, et à propos des messages de pessimisme dont c'est toujours de la part notamment de la presse, de la part de la presse internationale. Je crois que ces guerres ont pu atteindre leur but à travers les dernières élections législatives de l'Égypte. Par exemple, il y avait une certaine absence de la part de la participation de jeunes. Et les jeunes sont actuellement très déçus. Oui. Donc, toujours, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je viens de vous annoncer? Non, monsieur. Je crois que c'est une question de perception, monsieur. Les gens qui n'ont pas voulu descendre pour voter, notre peuple est un peuple qui réacte avec les catastrophes, avec les grands événements. Ils ont eu cette perception que notre président est là, donc on est dans un état stable. Un état stable. Donc, ce que vous voulez dire, c'est que les gens se rassemblent autour de son président, de leur président, et en même temps, ils sont mobilisés quand il y a des défis majeurs. Ouais.
Leur problème, le peuple a complètement changé son perception par les islamistes. Son grand problème, que les islamistes ne gagnent pas ce Parlement. C'est ça ce qu'ils... Quand ils ont vu qu'il n'y a pas de problème, ils ont laissé ça, ils l'ont laissé faire. Mais le cas de ce vote va passer un stage très important. Il n'y aura pas les fautes du passé. Du passé, pas du tout. Si un des candidats, il y a des rails... Ou des députés ou des députés, oui, des rails de la bonne voie, je crois que ni le peuple, ni le Parlement, ni le gouvernement va laisser faire. On est en train de bâtir une nouvelle perception, une nouvelle policy, une nouvelle... beaucoup de choses. Oui. Donc, vous trouvez que les gens se précipitent les résultats, mais en même temps, ils doivent attendre, parce que nous sommes dans une période de construction. Exactement. De la Nouvelle-Égypte. Exactement. Oui. Récemment, par exemple, il y a des journaux et des sites internet d'actualité qui ont affirmé que la confiance des investisseurs à l'égard de l'économie égyptienne est en baisse. Alors que le président égyptien a assuré dans des interviews avec un journal étranger, ou plutôt avec des instances internationales, des instances de recherche, que les investisseurs étrangers avaient une grande confiance dans l'économie égyptienne. Comment vous voyez cette image? Cette contradiction est très normale. Notre président a eu une stratégie très visionnaire et très future. Et quand nos ennemis voient qu'il est sur la bonne voie, ne croyez jamais qu'ils vont laisser faire. Ils vont chercher des obstacles. Et on doit dépasser ça. On a dépassé la première phase des élections présidentielles, on a dépassé la deuxième phase. On a dépassé beaucoup de choses que les gens n'aiment pas voir, nos ennemis. On a une sécurité, je crois, qui a été améliorée 300%. Souvenez-vous, 3 ans avant, comment on était? Économie sans sécurité, ça ne vaut rien. Ils veulent essayer de trouver des obstacles. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, que notre peuple n'a pas de catalogue. Notre peuple est un peuple très, très bizarre et en même temps qui a un pouvoir incroyable dans les défis majeurs. Nous, on a quelque chose que tous les espions du monde n'ont jamais compris. La solidarité sociale. On est un peuple, qu'on peut dire un peuple pauvre, mais personne ne meurt de famine. Par contre, en Amérique, 1/4 million meurt de famine chaque année. Et en Europe aussi, même si vous êtes allé en France ou en Angleterre, il y a des gens qui meurent dans la rue de famine. On n'a pas ça. C'est un peuple qui n'a pas de catalogue. C'est un peuple, comme j'ai entendu un Syrien qui me dit, l'Égypte a passé beaucoup d'étages catastrophiques de guerre et des colonies et des invadeurs. Jamais le peuple égyptien n'est sorti par majorité pour vivre dans un autre pays. Jamais dans les 7000 années. Non. Il n'y avait pas une exode. Exactement. Jamais. Jamais. Au contraire, les Italiens ont vécu en Égypte, les Français ont vécu en Égypte. C'est-à-dire les Égyptiens sont solidaires, mais aussi sont enracinés. Enracinés, exactement. Enracinés on a des dans la terre de racines l'Égypte. incoupables. Toujours à propos des jeunes, ils voient actuellement que les institutions de l'État sont devenues de plus en plus très vieilles. Exactement. C'est très juste. On ne peut pas dénouer ça. Mais les jeunes... On ne peut pas nier. Pardon. Les jeunes, dans les vingtaines, trentaines d'années dernières, il y a eu une stratégie extérieure de changer leur perception à travers beaucoup
de réseaux médiatiques, réseaux culturels, réseaux fanatiques, réseaux computer. Ouais. On a besoin de leur changer la perception. Quand vous avez quelqu'un qui travaille avec les high technologies, les super technologies, quand vous le prenez et vous le mettez dans une librairie qui travaille manuellement, il n'aura pas la patience ni le pouvoir de travailler comme ça. On a des jeunes, on a une richesse, on a des ressources humaines incroyables. 60 millions de jeunes qui peuvent tourner le monde en tour. Oui, mais personnellement, j'ai rencontré des jeunes qui se plaignent toujours de ne pas avoir l'opportunité ou une chance pour révéler leur talent, pour révéler leur capacité, leur potentialité. Et ils voient toujours que la société ou le régime ou les autorités essaient toujours de les marginaliser. Est-ce que comment vous analysez de telles perceptions et comment nous allons changer cela? Parce que les jeunes, c'est l'avenir. Les jeunes, c'est aujourd'hui encore les jeunes, c'est-à-dire une force qui peut pousser l'Égypte vers l'avant ou qui pousser l'Égypte vers l'enfer. Exactement, vous êtes très juste. Est-ce que vous permettez de vous poser une question? Oui. Si vous êtes le chef de ce bâtiment, seulement le bâtiment de télévision, et si vous avez le pouvoir et les moyens de changer, qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez plein de jeunes ici. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous devez laisser marcher le bâtiment parce qu'on a un produit qui doit être achevé, mais en même temps, on doit changer parallèlement la pyramide, d'en bas jusqu'à le plus haut. Notre vrai ennemi, c'est le temps. Ils ont raison de dire ça, mais on ne peut pas, par exemple, un ministre le faire stopper, le faire stopper complètement pour changer le système, changer les gens, changer la perception. On essaye maintenant de travailler parallèlement, dans toutes les sections et dans toutes les directions. Pour changer la perception de ces jeunes, quand ils vont voir qu'il y a de vrais projets, avec un nouveau niveau de pensée et un nouveau niveau de travailler, ils vont eux-mêmes changer la perception. Les jeunes ont un cœur de fer. Ils veulent travailler, ils veulent trouver leur même. Oui, mais vous n'allez pas dompter ces jeunes s'ils se sont exclus de la société égyptienne, marginalisés de la société égyptienne. Je crois que alors cette richesse économique va devenir un fardeau. Paralysé. Oui. C'est ça ce que le président essaie de faire. Ces méga projets à Mars Amatroua, au Suez, en Haute-Égypte, va attirer ces jeunes. Quand ils vont voir qu'il n'y a plus ces vieux systèmes, ces vieux moyens de travailler, je crois qu'ils vont changer de perception un tout petit peu. C'est une question de temps. On a des stages à passer. Le premier stage, c'était la sécurité. Le deuxième, c'est l'économie. Le troisième, c'est comment changer comment faire, comment changer le système qui a été raciné de... Oui, mais toujours il y a une question. Oui, monsieur. Attendre jusqu'à quand? C'est la première question. Deuxième question, quels sont les buts de ces méga-projets? Les buts de ce méga-projet, c'est de diminuer le chômage, d'ouvrir aux moyens projets, de travailler. Vous m'avez demandé une question avant qu'on commence, qu'il y a des méga-projets. Où sont les petits projets? Tout ça va servir aux méga-projets. Va servir. C'est comme ça que la Chine a augmenté, c'est comme ça que le Brésil a fait. Ouais. Quand vous faites des méga-projets, vous avez beaucoup de tout petits industries qui vont servir à ces projets. Ça va faire travailler. C'est pour cela qu'on a la guerre. Pourquoi on nous fait la guerre? Première question à répondre de votre part, monsieur, c'est les méga-projets. Quand les gens vont récolter les fruits de ces méga-projets, comme par exemple le projet de canal de Suez. C'est une question qui circule actuellement dans la rue égyptienne. Deuxième question,
nous allons attendre jusqu'à quand? Troisième question, est-ce que nous sommes un pays pauvre ou un pays riche? Quatrième question, est-ce qu'il y a de politiques financières bien claires, des politiques économiques bien claires? Est-ce qu'il y a une politique qui répond toujours à la revendication révolutionnaire en ce qui concerne la justice sociale? Oui. C'est toujours des questions qui circulent dans la rue égyptienne. Oui. Très bien. Oui. Vous avez des réponses? Oui. Le projet de canal Suez, le prochain janvier, ça va commencer. Tous les gens, les investisseurs qui vont venir, vont commencer à travailler. Vous allez voir des projets réels qui sont dans cette voie industrielle. Le projet de Marsa Matruh, je crois bien que le 30 juin prochain, vous allez voir quelque chose d'incroyable. Hier, j'étais avec des investisseurs saoudiens. Ils sont très sérieux à investir en Haute-Égypte. Tout ça va donner de l'espoir. Même le tourisme cette affaire de l'avion russe. Oui, oui. Ouais. Toujours, vous êtes l'un des gens qui est... Très optimiste. Très optimiste, mais qui est toujours convaincu qu'il y a un complot. Par exemple, quand l'Arabie Saoudite a essayé d'aider l'Égypte dans sa situation économique, alors nous avons trouvé un problème en ce qui concerne la Syrie, un problème en ce qui concerne le Yémen. Et même quand les Russes se sont lancés à intervenir ici en Égypte afin d'aider les Égyptiens économiquement, stratégiquement, militairement, alors on a trouvé le crash de l'avion. Ouais. Donc, est-ce que ça ne vous montre pas qu'il y a un complot? Ça ne vous montre pas que quand vous poussez dans une voie spéciale, il y a un obstacle qui se met, le complot est très grand. Et si personne ne le voit pas, il a un grand problème. Vous pouvez, par exemple, la réaction de l'Angleterre contre l'Égypte à l'affaire du crash de l'avion et avec la France, avec le terrorisme là-bas. 180 degrés. Droit et gauche. Il n'y a pas de complot. C'est un complot très clair. L'Égypte, c'est le grand prix, c'est le grand trésor. L'Égypte ne doit pas rester comme ça. L'Égypte a un président qui est très, comment on dit, loyal et très... pour faire quelque chose pour les Égyptiens. Son problème, qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui achèvent ce qu'il veut exactement, mais il a une stratégie économique très claire, mais les lois économiques doivent être changées pour laisser passer ce qu'il veut comme but. Oui. La Banque mondiale prévoit de décaisser un prêt d'1 milliard de dollars à l'Égypte en décembre prochain, suite à l'achèvement des négociations relatives à ce financement. Donc, c'est un autre indice sur l'économie égyptienne. Parce que les Égyptiens ont besoin de ce prêt de la part de la Banque mondiale. Et avant même qu'on a discuté de ce sujet, vous avez un autre avis qui, personnellement, je suis très frappé. Non, très bien. Frappé je vais vous rappeler la Banque mondiale de 2-3 ans, elle mettait des termes et des obstacles, des conditions oui. Très sévères pour qu'ils maintenant, ils nous cherchent pour nous donner ça. Ils veulent. On a refusé cette offre 2-3 fois l'année dernière. Maintenant, on a laissé passer. La Banque mondiale, si elle n'a pas quelque chose en Égypte, elle va perdre sa réputation. Va perdre un allié très important, un pays très important. Je crois bien qu'elle a besoin de nous beaucoup plus qu'on a besoin d'elle. Et je vous rappelle qu'est-ce qu'ont fait les Égyptiens dans le projet de canal Suez. C'est très étrange, très bizarre, n'est-ce pas? Bien sûr. En fait, il y a toujours
des critiques lancées à propos de la performance économique de l'Égypte. Par exemple, les Égyptiens, les autorités égyptiennes n'ont pas de vision économique ou financière claire pour tout le monde. Est-ce qu'après après les élections législatives, après que le Parlement va commencer ses séances, ses sessions, est-ce qu'il y a ou il y aura une économique politique, plutôt une politique économique et financière très claire pour tout le monde et très stable? Oui, mais ça peut pas, c'est pas maintenant. Dans quelques mois, ça sera comme ça. Quand vous êtes sorti avec un pays, l'Égypte, complètement bouleversé de point de vue sécurité, de point de vue social, de point de vue économie. Il y a une phase que on doit dépasser calmement et doucement, avec une flexibilité qui apparaît un peu pas claire, mais après qu'on dépasse cet étage ou ce stage, je crois bien que notre président et notre gouvernement va mettre des lois fermes qui vont pas être changées par des nouveaux gouvernements ou par des nouveaux systèmes. Il y aura un système clair avec une vision d'une centaine d'années prochaines. Oui. Il y a une autre critique lancée à propos de l'économie égyptienne, à propos des autorités responsables de l'économie égyptienne, par exemple. Ces critiques estiment que le secteur privé doit être le moteur de l'économie égyptienne, alors que les politiques suivies de la part des autorités ici en Égypte vont à l'encontre, tout à fait au contraire de ce sens. Votre remarque ou votre réponse? Vous parlez d'un certain cas ou vous parlez généralement? Généralement, le secteur public, le secteur privé est un secteur très important. Il y a beaucoup de businessmen qui sont très bien, ils travaillent très bien. Mais parfois, il y a des gens ou des personnes qui essayent, par exemple, de ne pas payer leurs taxes. Ils essayent de dérailler de la voie humaine, pas la voie gouvernementale ou la voie personnelle. Je parle qu'ils essayent de faire des choses qui dépassent, avec même leurs ouvriers. On doit mettre une loi ou des lois qui sont très stabilisées à propos des ouvriers ou des gens qui travaillent avec eux, à propos d'eux-mêmes, à propos des taxes. C'est ça les stages qu'on doit dépasser. On doit voir tous les problèmes, les diminuer et mettre des lois qui vont stabiliser tous ces problèmes dans le futur. Oui. À propos des lois, dans les derniers mois, il y avait un problème en ce qui concerne l'application de la nouvelle loi sur le service civil. Oui. Et les jeunes se demandent toujours où se trouvent nos places dans l'économie égyptienne, dans les institutions égyptiennes. Qu'est-ce que nous allons faire? Je crois qu'il y a beaucoup d'Égyptiens, des jeunes Égyptiens, qui sont très déçus, qui sont très pessimistes et qui essaient toujours de partir à l'étranger. Parce qu'ils voient que là-bas, il y aura des opportunités d'or pour eux. Alors que l'Égypte ou les autorités égyptiennes ne leur donnent pas les chances, l'opportunité. Donc, les jeunes Égyptiens, est-ce qu'il y aura des places dans l'institution égyptienne? Bien sûr, tous ces méga-projets qui viennent sont basés sur notre richesse de ressources humaines, sur notre jeune pouvoir. Nos problèmes, le vrai problème, qu'on a la quantité, mais on n'a pas la qualité. Des gens qui peuvent achever ces travaux ou ces méga-projets d'une façon spécialisée et d'une façon perfectionnée. C'est ça le grand défi.
Et c'est ce qu'on fait maintenant. On essaye de créer un programme, c'est mon travail, de créer un programme qui change tous ces obstacles, toute la perception des gens, et les faire prêts à travailler dans ces projets. Oui. Toujours devant le prochain Parlement de 2015, il y aura une autre question très très importante, c'est la dette extérieure et la dette publique qui augmente chaque jour. Donc, où se trouvent les lacunes? Où se trouvent les solutions? Je tourne à la même chose. On doit dépasser ce stage. Les dettes. Par exemple, quand une famille qui a été complètement bouleversée pour des années et des années, avec une centaine de personnes, la plupart ne travaillent pas. On doit, et tout à coup, on a un plan de grands projets et de choses qui vont faire un revenu qui va faire cette famille améliorer. Donc, on va prendre des dettes. On va faire des choses pour dépasser ce stage, pour commencer ces projets. Dès qu'on commence ces projets, je ne crois pas qu'on aura ces grands problèmes. C'est une phase qu'on doit dépasser. Du point de vue famille, du point de vue cité. Ce n'est pas d'inconvénient d'avoir endetté ou d'être endetté. Oui. Mais l'inconvénient, c'est de prendre des prêts seulement pour manger. Exactement. Et pour consommer. Oui, ça, ce n'est pas pour juste. Produire, pour faire des projets. Donc la prochaine période va reviser de telles politiques Bien sûr. du passé. Bien sûr, parce que sinon on va tomber complètement. Si ces méga projets ne sont pas excellemment faits et perfectionnés sur la mesure de temps, de revenus, de tout, on va retourner en arrière 500 années. Oui. M. Cham Ramli, merci beaucoup pour cette rencontre. Merci à vous. Je vous rappelle, chers téléspectateurs, que M. Cham Ramli, c'est un expert dans le domaine de Human Resources ou les ressources humaines. Merci beaucoup pour votre analyse. Et c'était tout pour cette édition. Bonne suite de nos programmes sur une International. Enchanté, monsieur. Merci, monsieur.